J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est à M. Thierry Mariani. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je crois que Guillaume Larrivé, dans une intervention brillante et précise, non seulement a tiré les traits de ce que peut être le programme, Monsieur le Ministre, de l'opposition, mais je voudrais surtout insister sur le fait qu'il a surtout marqué une fois de plus notre rejet de deux idéologies. L'idéologie de la fermeture totale, là-dessus, les Républicains et avant l'UMP ou le RPR ont toujours été, et les centristes ont toujours été très clairs là-dessus. Il n'est pas question pour nous de tomber dans certains pièges. Il y a des dispositions, j'y reviendrai tout à l'heure dans ce texte, qui visent à attirer les meilleurs. Moi, je suis député d'une circonscription où je vois beaucoup de pays, c'est très intéressant comme observatoire, qui se battent pour attirer les meilleurs. Donc j'y reviendrai dessus. Mais je pense que c'est une disposition sur laquelle la France, effectivement, doit être très présente. Et une idéologie que nous condamnons de la même manière, qui est l'idéologie de l'ouverture totale, de la fausse générosité. Oui, vous avez raison, Monsieur le Ministre, quand vous dites que les principes constitutionnels de la France, enfin en l'occurrence c'est l'article 8, si ma mémoire est bonne, de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissent l'obligation du regroupement familial, mais chaque État peut en définir les modalités. Et on n'est pas obligé d'avoir des modalités extrêmement larges, comme c'est le cas en France. Il y a des États... Je vois par exemple ce qui se passe au Danemark, qui ont des mesures beaucoup plus restrictives. Deuxièmement, quand Guillaume Larrivé évoque, vous n'avez pas traité, c'est vrai que ce n'est pas l'actualité, la question de savoir si on ne doit pas revoir la générosité sociale, et en l'occurrence dire très clairement que chaque fois qu'il y a cotisation, un étranger, dès le premier jour, à partir du moment où il cotise, a les mêmes droits qu'un résident ou qu'un Français, mais que la solidarité doit peut-être, pour bénéficier à certains étrangers, être conditionné à un certain nombre de durées de résidence sur notre sol. Je constate par exemple que depuis 3 ans, peut-être que vous m'apporterez la réponse, j'essaye de savoir, c'est simplement un constat, quel est le pourcentage d'étrangers bénéficiant des prestations familiales en France et combien ça coûte. C'est à ma connaissance impossible. J'ai multiplié les questions écrites où à chaque fois on me répond que cela est totalement impossible avec les textes, les statistiques, etc. Mais ce qui n'empêche pas un certain nombre de personnes dans cet hémicycle de répéter que ça ne coûte pas grand-chose, que le système ne dérape pas. En réalité, sauf si vous avez des chiffres cachés, cela est impossible à juger. Alors effectivement, ça a été dit, je ne vais pas reprendre, depuis très longtemps, la France a été une terre d'accueil. Elle a intégré plusieurs vagues de migrants. Il existe dans notre pays une réelle tradition d'accueil et nous avons joué à une époque un rôle de pionnier dans cette matière dans toute l'Europe. Mais permettez-moi de poser 2 questions. La situation en 2015 est-elle comparable à celle des années 60 ? Je dirais même plus, est-ce que la situation en 2015 est déjà comparable à ce qui se passait dans les années 2010 ? Et est-ce qu'aujourd'hui la pression migratoire n'est pas totalement différente ? Le contexte économique différent ? S'il y a un seul chiffre que je veux retenir moi, de l'exposé brillant de Guillaume Larrivé, c'est celui des 43% des immigrés en âge actif qui sont sans emploi. 43%. C'est-à-dire pratiquement un immigré sur 2 qui vient en France est sans emploi. Voilà, je crois que le mythe qui consiste à nous dire en permanence, et mythe colporté par une partie de mes amis politiques, qui consiste à dire en permanence que la France a besoin d'une masse de main-d'œuvre, que la France a besoin d'immigration, a été vrai à une époque, l'est peut-être, Monsieur le Ministre, beaucoup moins vrai aujourd'hui. Nous devons... le premier point sur lequel je voudrais d'abord insister dans cette motion, c'est d'abord sur l'absence totale de politique migratoire au niveau européen. J'ai la chance de présider depuis 2 ans la commission des migrations, des réfugiés et des apatrides au Conseil de l'Europe. Et j'avoue que je suis consterné à chacune de ces réunions de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe quand je vois en réalité l'idéologie dominante qui domine dans nos institutions, qui fait qu'en sorte, comme cela a été dénoncé tout à l'heure, nos frontières doivent être en permanence de plus en plus ouvertes et que devant la pression migratoire qui frappe aux portes de l'Europe, nous n'avons absolument aujourd'hui aucune réponse. Vous avez insisté, et nous sommes bien sûr solidaires
en ce sens, Monsieur le Ministre, vous avez insisté sur la réponse humanitaire que nous devons faire en ce qui concerne les personnes qui essayent de traverser la Méditerranée. Bien sûr qu'il faut faire une réponse humanitaire. Bien sûr que la première des obligations, c'est de sauver des vies humaines. Mais en même temps, il faut un message politique fort. Et quand la seule réunion ou le seul projet européen consiste effectivement à se répartir des quotas de demandeurs de réfugiés politiques, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que la procédure d'asile politique sert en réalité à tous ceux qui demandent tout simplement un asile économique. Eh bien, on voit le vide sidéral, pardonnez-moi, de la politique européenne. Aucune réponse politique à cette pression migratoire. On se contente d'avoir une réponse humanitaire, certes nécessaire, mais absolument insuffisante et en tout cas qui n'est absolument pas de nature à freiner cette pression migratoire. Soucieux de répondre à la préoccupation de nos concitoyens dont la réalité au quotidien est marquée par le chômage et l'insécurité, je pense que la priorité de notre pays serait justement de reprendre la maîtrise des flux migratoires et donc de repenser la politique d'accueil des étrangers en France. Bien entendu, cela a été dit, il n'est pas question de nous renfermer sur nous-mêmes. La France, dans la mondialisation, doit rester une nation ouverte sur le monde et accueillir plus de talents à condition d'en avoir besoin. Qu'ils soient investisseurs, entrepreneurs, travailleurs ou de futurs diplômés, nous sommes tous d'accord pour dire qu'ils constituent une véritable source de richesse pour la France. En ce sens, nous devons effectivement nous donner les moyens de développer l'immigration économique et d'accueillir ces talents dignement. Mais chacun le sait dans cet hémicycle, et vous l'avez d'ailleurs vous-même signalé, je crois que c'était Mme Mazetier qui parlait tout à l'heure de l'immigration choisie. L'immigration choisie, l'immigration économique, l'immigration de talent, c'est au plus 15% de l'immigration globale. C'est-à-dire que même si c'est, quel que soit le gouvernement, l'objectif qui est mis en avant par les différents ministres, on est hélas loin de la réalité. Aussi, pour continuer à accueillir des immigrés, et notamment des talents venus du monde entier dans les conditions décentes, je pense que nous devons être fermes sur toute forme d'immigration qui laisse penser qu'il vaut mieux contourner la loi. Ce texte était attendu. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, je serais tenté de dire enfin l'occasion, d'aborder la question de l'accueil et des droits des étrangers dans notre pays. Question qui revêt une importance toute particulière compte tenu de la pression migratoire réelle qui s'exerce à nos frontières. Ce texte, promesse de campagne de François Hollande en 2012, représente donc le projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui. Puis-je rappeler qu'il a été présenté en Conseil des ministres le 23 juillet 2014, il y a donc quasiment un an. Il aura fallu donc un certain temps pour inscrire ce texte à l'ordre du jour qui était pourtant annoncé comme un texte prioritaire. Ce projet de loi, nous l'attendions, mais un peu plus tôt dans l'organisation des travaux parlementaires. En effet, c'est seulement au terme de la session extraordinaire que nous débutons l'examen de ce texte, ce qui en dit long, Monsieur le ministre, sur le sens de la priorité du gouvernement. Et comble de l'ironie, le gouvernement a engagé le 19 juin dernier une procédure accélérée. C'est dire que ces conditions d'examen méprisent profondément le débat parlementaire, alors même que nous abordons une question majeure pour l'avenir de notre pays. La complexité du sujet, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, lors de votre audition devant la commission des lois, appelle à un examen empreint, je cite, « de sérénité et de rationalité ». Le projet de loi relatif aux droits des étrangers en France est ainsi discuté dans la précipitation, malgré les enjeux majeurs qu'il représente. Cette question de calendrier et de précipitation justifierait à elle seule le renvoi en commission. La politique menée depuis 2012 est inquiétante. Du reste, votre gouvernement n'a pas attendu ce projet de loi pour faire évoluer les conditions d'accueil des étrangers en France. Depuis 2012, Monsieur le ministre, ou vos prédécesseurs, vous avez assoupli, notamment par voie d'ordonnance, par annonce, par instruction, les critères de régularisation. De la même manière, vous avez facilité l'accès à la nationalité française. Dès la loi de finances rectificative du 16 août 2012, vous avez donné le ton en supprimant le droit de timbre pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, ainsi que le Fonds national de l'aide médicale d'État chargé de collecter la contribution instaurée par la précédente majorité. Monsieur le ministre, quel message! Or, depuis le second semestre 2012, une forte augmentation des demandeurs de l'AME est constatée. En 2 ans, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 35%, pour un coût qui avoisine désormais le milliard d'euros en 2015, selon le rapport de notre collègue Claude Goisguen, présenté il y a quelques mois.
Comment, avec de tels chiffres, expliquer que l'immigration est parfaitement maîtrisée ? Dans un contexte économique et budgétaire extrêmement difficile, où l'on demande à nos concitoyens de consentir des efforts financiers importants, baisse du quotient familial, baisse de l'allocation de base, suppression de la réduction d'impôt pour frais de scolarité et toutes les hausses d'impôts de ces derniers mois qui pèsent sur le budget des ménages. Une maîtrise des dépenses de l'AME serait une mesure simple de justice sociale qui permettrait en tout cas à nos concitoyens de voir que les efforts sont partagés par tous. Aujourd'hui, vous vous contentez d'abonder et de rembourser sans contrôle les dépenses enregistrées par les caisses d'assurance maladie, sans remettre en cause le principe selon lequel chaque être humain gravement malade, et on est d'accord, a le droit d'être soigné sur le territoire français. Conditionner l'accès aux soins afin d'éviter les dérives qui ont pu être constatées serait une preuve de responsabilité de la part de votre gouvernement. Là aussi, notre collègue Claude Goisguen avait fait dans son rapport un certain nombre de propositions. Autre exemple qui témoigne de l'angélisme de votre politique. Le 22 octobre 2012, les députés du groupe socialiste, avec l'aval du gouvernement, ont voté la baisse de plus de 50%, de 110 € à 50 € du coût d'un visa pour obtenir un titre de séjour. Bien évidemment, cette mesure facilite l'entrée sur notre territoire. Mais surtout, elle suscite l'écœurement d'une partie de nos concitoyens touchés par les hausses d'impôts tout azimut depuis votre arrivée au pouvoir. Je me permettrai simplement de dire que dans la circonscription où je représente les Français, je ne connais pas un pays d'Asie-Pacifique où le coût d'un titre de résident soit aussi faible. Voilà. Je ne parle pas de milliers d'euros comme c'est le cas en Australie, mais plusieurs centaines d'euros, c'est en général une règle minima. Et avoir comme critère en permanence que pour les étrangers demandant à résider sur notre sol, cette formalité doit être quasiment gratuite, alors qu'on devrait partir d'une démarche qui consisterait tout simplement à faire payer le coût réel du service. Alors, le coût réel du service est certainement supérieur à ces 50 €. Bref, bien évidemment, cette mesure facilite les entrées sur notre territoire, mais surtout, je le disais, elle suscite déception chez nos concitoyens. Preuve encore du laxisme de votre politique, le 28 novembre 2012, Manuel Valls, à l'époque ministre de l'Intérieur, présentait une circulaire qui assouplissait les critères de régularisation des sans-papiers, en permettant notamment de régulariser les parents présents au moins depuis 5 ans sur le territoire, ayant un enfant scolarisé depuis au moins 3 ans, maternelle incluse, mais également les sans-papiers présents depuis 5 ans en France, ayant travaillé au moins 8 mois au cours des 24 derniers mois ou 30 mois sur 5 ans. Ouvrir ainsi les vannes de l'immigration est d'autant plus préoccupant qu'en parallèle, Manuel Valls s'est montré moins exigeant en termes de naturalisation. Il a revu à la baisse les critères d'accès à la nationalité française via une autre circulaire en octobre 2012. Désormais, pour devenir français, 5 ans de résidence en France suffisent contre 10 auparavant et un CDI n'est plus requis. Demander aux étrangers de maîtriser notre langue, de connaître notre culture, de partager nos valeurs, de témoigner d'un ancrage réel dans la communauté nationale afin de devenir français n'avait rien de discriminatoire. Cela montrait juste que devenir français n'était pas, comme cela a été souligné par Guillaume Larrivé, une formalité administrative vide de sens, mais que ce n'était pas non plus un dû, mais l'aboutissement d'un processus, d'un engagement personnel fort. Ce laxisme qui a été enclenché par cette circulaire favorise la fraude et les filières d'immigration clandestine. Aussi, je veux vous dire aujourd'hui l'immense inquiétude que votre politique d'immigration nous inspire. Avant d'évoquer le contenu de ce texte, permettez-moi de revenir un instant sur le contexte même de son examen. En effet, ce projet de loi s'inscrit dans un contexte tout à fait singulier, marqué par une crise migratoire réelle et une double démission au niveau français et au niveau européen. Démission sur le terrain, tout d'abord. Face à l'afflux massif de migrants à nos frontières et la situation humaine dramatique qui en découle, je le disais tout à l'heure, l'Union européenne a complètement abdiqué dans la défense de nos frontières. Elle s'est résignée à avoir un afflux migratoire qu'elle essaye plus ou moins de répartir. Démission au niveau moral également. De toute évidence, toute tentative de maîtrise de flux se heurte aux plus vives réactions, alors même que la situation nécessite des dispositions énergiques. J'étais, c'est un pur hasard, en fin de semaine dernière en Hongrie. Et je discutais avec les responsables politiques de Hongrie qui se font condamner unanimement par l'Union européenne parce que tout simplement, ils essayent d'élever non pas un mur, mais un grillage. Et en réalité, quand vous discutez avec eux, leur discours est pas du tout celui qu'on croit. D'abord, leur constat, sur 140 km de frontières, environ, c'est 80 000 personnes.
80 000 personnes qui sont passées depuis le début de l'année. C'est-à-dire, si on le rapporte à la distance, Monsieur le ministre, plus que dans la Méditerranée. Mais surtout, ce qu'il déplore, et là où je pense qu'on peut les suivre, c'est l'absence, je répète, totale de réponse de l'Union européenne. Et quand un pays essaye de faire quelque chose, et je dis bien ce quelque chose n'est pas une solution idéale, mais c'est au moins un début de tentative pour effectivement réguler cette migration. La seule réaction de l'Union européenne, ce n'est pas de trouver des solutions pour réguler cette immigration, c'est au contraire de condamner immédiatement ce pays qui essaye de faire quelque chose. Voilà. Oui, mais on ne peut pas en accepter non plus que l'Europe soit désormais une passoire. Or, vous ne proposez strictement rien. Ce que nous attendons de la France et de l'Europe, c'est un respect de la politique migratoire et un contrôle des flux. Aussi, quelle que soit la qualité de ce texte, son renvoi en commission est nécessaire afin de l'examiner à la lumière de ce contexte. Venons-en maintenant, si vous voulez bien, au contenu du projet de loi. La mesure phare qui nous est présentée est la carte de séjour pluriannuelle. Tous les étrangers en séjour régulier depuis 1 an pourront avoir accès à une carte de séjour pluriannuelle. Sa validité pourra durer de 2 à 4 ans, alors qu'actuellement, les étrangers doivent renouveler annuellement leur titre de séjour jusqu'à l'obtention d'une carte de résident. Ce qui, vous l'avez dit, pour les étrangers entraîne des files d'attente et des formalités inutiles, et ce qui entraîne pour nos préfectures une surcharge tout à fait inutile. À titre personnel, je ne suis pas opposé à cette mesure. Je ne suis pas opposé à cette mesure parce qu'il est exact qu'un étranger qui a obtenu régulièrement sa carte au bout d'1 an, on sait très bien qu'elle est quasiment systématiquement reconduite et qu'il est inutile de surcharger. On peut être d'accord avec une disposition en condamnant le reste du texte. Attendez la suite. Voilà. Et cette mesure, je l'aurais approuvée les deux mains, Monsieur le ministre, si, la surcharge administrative qui est ainsi débloquée était mise au service d'un contrôle plus ferme de l'immigration. Ce qui n'est absolument pas le cas, effectivement. Cet allègement des démarches administratives serait donc positif, à condition toutefois que ce dispositif permette en contrepartie une meilleure lutte contre l'immigration illégale. En effet, il ne saurait y avoir d'intégration réussie des étrangers entrés légalement sur le territoire sans politique de lutte contre l'immigration clandestine. Une politique d'immigration se doit d'être équilibrée. Oui, bien sûr que nous devons avoir la main tendue vers ceux qui respectent nos lois, mais nous devons aussi être fermes vis-à-vis de ceux qui ne les respectent pas. Et jusqu'à présent, Monsieur le ministre, cette fermeté, elle est surtout dans les discours du gouvernement, elle est loin d'être dans les faits. Plusieurs fois rapporteur de textes sur l'immigration, je constate que ce projet de loi est toutefois banalisé pour l'opinion publique. J'y vais y revenir, parce que ce texte ne comporte pas, malheureusement, que cette disposition de carte pluriannuelle. Sur le parcours d'accueil et d'intégration, le projet de loi prévoit de nouvelles mesures d'accueil et d'intégration des étrangers, avec notamment la mise en place d'un parcours d'accueil et d'intégration dont la durée pourra aller jusqu'à 5 ans, contre 1 an aujourd'hui. Toutes les mesures qui facilitent l'intégration et qui donnent davantage de notions aux nouveaux arrivants de notre culture et de notre langue vont dans le bon sens. La question essentielle est de savoir si ces mesures seront effectivement appliquées. La loi de 2006 prévoyait déjà un certain nombre de dispositions en ce sens, notamment le fameux contrat d'accueil et d'intégration. Or, soyons honnêtes, il s'est avéré que souvent le parcours était commencé, parfois continué, rarement fini. Et pour m'être rendu en tant que rapporteur de cette loi pour vérifier son application dans différents centres et plateformes d'accueil, en réalité, on voit tout de suite les limites du dispositif, où on exige, Monsieur le ministre, un examen. Soyons clairs, c'est-à-dire que la personne ait effectivement rempli ce parcours d'intégration avec succès. Ou, comme je l'ai entendu tout à l'heure de la rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales, on pense que l'assiduité est la seule condition. Pardon, excusez-moi, des affaires culturelles, où on pense que l'assiduité est la seule condition. Et pour avoir discuté avec des personnes qui s'occupaient de ces plateformes, certains nous disaient tout simplement, c'est vrai que certains, quand ils viennent, se mettent sagement au fond de la salle, et puis en réalité, par moments d'ailleurs, ne comprennent même pas de quoi on parle, et en réalité, le parcours d'intégration était surtout était surtout effectif pour une minorité d'étrangers qui le suivaient,
Pour une partie d'entre eux, je le répète, ce parcours n'était jamais achevé. Et enfin, pour une partie d'entre eux aussi qui n'avaient même pas les rudiments nécessaires de notre langue pour le comprendre, ce parcours était totalement, j'allais dire, illusoire et artificiel. La mise en place d'un parcours individualisé comprenant des formations linguistiques et civiques est une initiative que l'on peut considérer comme positive à condition qu'elle soit réelle. Vous avez dit tout à l'heure, en ironisant sur l'intervention de M. Larrivé, qu'il fallait que ce parcours se fasse avant. J'ai la chance de voir à peu près les alliances françaises dans 3 continents. En réalité, pourquoi nos alliances françaises, très souvent, marchent bien ? Tout simplement parce qu'une partie de ce succès, je dis bien une partie, l'attrait de la culture française est quand même essentiel, mais une partie de ce succès est assurée grâce au Canada. Parce qu'au Canada ou au Québec, on demande des connaissances réelles. On ne demande pas simplement d'avoir suivi passivement des cours de français ou des cours de langue. On demande des connaissances réelles avec un contrôle réel. Et moi, je reste persuadé que si ce parcours d'intégration linguistique se faisait avant d'arriver sur le sol national, ce serait d'abord un plus pour les personnes qui rejoindraient le territoire national, et ce serait accessoirement, Monsieur le ministre, même si cela concerne l'ensemble de la représentation nationale, un petit moyen de donner aussi à nos alliances françaises ou à nos instituts français un peu d'oxygène, puisque les financements nationaux, ça avait déjà commencé sous l'ancien gouvernement, je suis honnête, pour ces institutions sont en diminution. Voilà, je pense que dire qu'on ne peut pas commencer ce parcours d'intégration à l'étranger, excusez-moi, à mon avis, c'est une erreur. Néanmoins, je souhaite, je l'ai dit, sur l'assignation à résidence. Je note également que ce texte fait état des paradoxes de votre politique pour rassurer la gauche de la gauche. Beaucoup d'ambiguïtés sont à relever sur ce point. En effet, si un préfet pourra désormais interdire un retour en France d'un étranger ressortissant européen qui a troublé l'ordre public pour une durée de 3 ans, l'assignation à résidence deviendra la règle et la rétention administrative l'exception pour les étrangers en situation irrégulière. Or, je persiste, Monsieur le ministre, à affirmer que cette disposition est, à mon avis, celle d'un monde totalement idéalisé, dans lequel on dira à l'étranger séjournant illégalement sur notre territoire « Restez donc gentiment là où vous êtes, on viendra vous chercher en temps et en heure ». Cette mesure me semble totalement inapplicable et la conséquence même de l'aveuglement idéologique du gouvernement et de sa majorité qui considère l'immigré forcément comme innocent, comme une victime. Vous avez dit tout à l'heure dans votre... Je n'ai pas les derniers textes, je n'ai pas les derniers chiffres, vous les avez, donc je vous fais confiance dans votre réponse pour me les donner. Mais vous avez dit tout à l'heure, vous avez laissé entendre que les personnes qui étaient assignées à domicile avaient un taux de reconduite supérieur à une époque à ceux qui étaient en centre de rétention. Si ma mémoire est bonne, dans le passé, ceux qui étaient surtout assignés à domicile, c'était des familles. Et c'est évident qu'il est plus difficile de disparaître dans la nature quand on a une famille que quand on est un étranger isolé. Au final, le texte qui nous est proposé par le gouvernement nous semble une façade de bonne intention, mais qui ne lutte en aucun cas contre l'immigration illégale, bien au contraire. D'ailleurs, lors de l'examen en commission des lois, la pression des partis de gauche et leur obstination à ne pas vouloir renforcer les mesures d'éloignement a eu raison de votre gouvernement, Monsieur le ministre, comme je note avec satisfaction que vous avez rappelé votre volonté sur certains points. Nous verrons si la suite des débats vous donne raison. En effet, à l'initiative des députés du groupe SRC, les dispositions qui concernaient le nouveau régime contentieux et les délais raccourcis de recours ont été, hélas, supprimées. Or, je rappelle que le nombre d'étrangers sans titre de séjour valide est estimé entre 200 et 400 000. Ces derniers sont en situation irrégulière et il est nécessaire qu'ils quittent le territoire français. C'est une question de respect des règles de la République et de crédibilité pour notre pays. Aujourd'hui, moins de 20 000 personnes par an sont reconduites à la frontière, soit un taux dérisoire d'à peine 5 %. Et je vous fais crédit que ce taux, même s'il a été, d'après les chiffres dont je dispose, supérieur à une époque, est toujours, à mon avis, resté insuffisant. Force est de reconnaître qu'il existe de réelles difficultés pour exécuter les obligations de quitter le territoire français, notamment des demandeurs d'asile déboutés. Concrètement, une grande majorité, nous le savons, des déboutés restent en France. Seul 1% des déboutés de la demande d'asile quittent effectivement le territoire. Ce n'est pas tolérable et la restriction des délais que vous proposez nous semble la moindre des choses. En outre, cette présence d'étrangers en situation irrégulière sur notre territoire fait peser des charges importantes pour les finances publiques. Cette situation écœure à juste titre nos concitoyens et il convient de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Les dispositions prévues dans ce texte, notamment en ce qui concerne l'assignation en résidence, je le répète, ne feront hélas qu'aggraver, à notre avis, la situation. Monsieur le ministre, il ne suffit pas d'afficher, comme vous le dites, une fermeté sans faille en matière de lutte contre l'immigration illégale.
il faut aussi des mesures concrètes et énergiques pour que cette fermeté rentre dans les faits. Sur un dernier point que je voudrais souligner concernant les étrangers malades. L'article 10, vous l'avez mentionné, est empli de bons sentiments et de mansuétude qu'on doit tous partager sur les bancs de cet hémicycle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est raisonnable ? Actuellement, vous l'avez rappelé, l'étranger doit démontrer que les soins dont il a besoin sont complètement absents dans son pays d'origine. Avec le projet de loi, s'il est adopté en l'état, l'étranger devra démontrer que le système de santé publique de son pays d'origine n'est pas en capacité de lui fournir les soins dont il a besoin. Selon la nouvelle rédaction envisagée, le fait de ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans les pays d'origine doit s'apprécier, je cite, « eu égard à l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays ». Soyons clairs, si dans un pays, le système de remboursement et de prise en charge des dépenses sociales n'est pas aussi généreux que la France, ça signifie en clair qu'un étranger pourra prétendre, s'il n'a pas les moyens de se payer ses soins, à une carte d'étranger malade. C'est ainsi que la carte sera appréciée. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a mesuré simplement quel coût et quelle dérive cette disposition généreuse, certes, mais pouvait représenter sur nos dépenses sociales ? Beaucoup d'immigrés sont aujourd'hui encouragés par les revenus et les avantages sociaux espérés par la perspective des régularisations. Ces signaux d'attractivité représentent une lourde charge en matière financière pour la France. L'admission au séjour pour un motif familial représente d'ailleurs une part prépondérante. Sur les 200 000 admissions au séjour, on comptait en 2013 plus de 93 000 admissions au motif familial. Là aussi, comme l'a dit Guillaume Larrivé, est-ce qu'il n'est pas temps de revoir la différence entre prestations relevant de l'assurance et prestations relevant de la solidarité ? Est-ce que nous avons toujours les moyens de cette générosité ? Bref, dans les 3 minutes qui me restent, je voudrais rajouter simplement un point sur l'attraction des talents. Le précédent gouvernement avait lancé la carte compétences et talents. Et je vous fais gré, je l'ai dit en commission, que cette carte a été un échec. Cette carte a été un échec et je vous souhaite de ne pas tomber dans le même travers. J'ai regardé le texte en détail, il est bien jusqu'au paragraphe 34. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'étais rapporteur à l'époque de la loi, la disposition au départ était très simple. C'était en clair, les ambassadeurs avaient quasiment plein pouvoir pour délivrer cette carte compétences et talents, en fonction de ce qu'ils estimaient être intéressant pour la France. Et puis, le texte devait être apprécié en fonction de dispositions réglementaires prises ultérieurement. Les dispositions réglementaires qui ont été prises ultérieurement, Monsieur le ministre, ont complètement cassé l'attractivité de ce texte. Et en réalité, les étrangers qui avaient des compétences et des talents se sont très vite rendus compte qu'il était beaucoup plus simple, compte tenu des obligations administratives qui étaient imposées par le décret ou la directive, les décrets ou la circulaire, qu'il était beaucoup plus simple de demander un titre de séjour de longue durée plutôt qu'un visa de longue durée, plutôt qu'une carte compétences et talents. Et si sur ce point-là, je peux souscrire à vos objectifs, je le répète, quand je vois qu'à la fin, après avoir énuméré tous les objectifs, un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, je vous conseille, pour que dans 2 ou 3 ans, on ne dise pas la même chose que sur la carte qu'on avait créée, je vous conseille sincèrement de bien le vérifier et de bien regarder à ce qu'en réalité, les conditions qui soient rajoutées ne neutralisent pas et n'empêchent pas l'efficacité de ce texte, parce que sur le fait que nous devons attirer dans notre pays les gens les plus talentueux et les gens les plus compétents, bien sûr, l'opposition vous rejoint. Voilà, Monsieur le ministre, je pense que d'abord, pourquoi un texte et un examen, je le répète, si vite et si rapide à 4 jours de la clôture de la session? Nous aurions préféré un débat beaucoup plus ouvert, non pas en catimini. Nous aurions préféré un débat, par exemple, à la rentrée parlementaire. Voilà l'une des raisons supplémentaires qui fait que nous vous demandons le renvoi en commission pour avoir un vrai débat qui permettrait, je pense, aux Français de se rendre compte que même s'il y a 1 ou 2 dispositions sur lesquelles on peut être d'accord, il y a en réalité dans ce texte beaucoup de dispositions inquiétantes. Et c'est pour cette raison, Monsieur le ministre, qu'à titre personnel, bien sûr, je ne voterai pas ce texte, mais c'est surtout pour cette raison que l'ensemble du groupe des Républicains vous demande de renvoyer, mes chers collègues, ce texte en commission, afin que nous puissions réellement en étudier son impact, afin que nous puissions avoir réellement, notamment en ce qui concerne un certain nombre de dépenses,
les chiffres que nous attendons et que nous puissions mesurer réellement ce que le texte phare en matière d'immigration de votre mandature apportera à la France. Merci, Monsieur Mariani.